Salut la team, salut à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Show Foot. On va revenir sur la Ligue des Champions. Mais bon, avant, je vais d'abord saluer mon acolyte, mon gars Chris. C'est comment mon gars? Écoute, on est là, on a taffé, on a bossé, on va voir ce que ça va donner. Ok, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Ouh. Allez, c'est parti. On revient sur les matchs. Chelsea qui recevait le LOSC, Lille. Victoire de Chelsea 2-0 sur un but de l'Allemand Havertz et de Pulisic, l'Américain. Lille qui est resté vierge dans cette partie. Et voilà, donc un match somme toute maîtrisé par cette équipe de Chelsea. Pour ma part, hein. Après, je pense que la marche était un peu trop haute pour les Lillois, mais bon. Je vais te demander ce que tu en as pensé de ce match. Qu'est-ce que tu as pensé de cette prestation du match dans son ensemble? Lille, déjà pour commencer, franchement, super bon parcours, il n'y a pas de souci. Voilà, vous avez fait un bon parcours pendant les phases de poule. Mais là, il s'agit de la Ligue des Champions. Et puis, bah, c'est la Coupe des clubs champions, quoi. Donc, c'est pour les boss des boss. Et Lille a encore besoin de franchir un certain palier, histoire de confirmer déjà on va dire en championnat son statut déjà de leader. Un vrai leader de championnat, une vraie équipe de leaders, c'est celle-là qui conserve toujours ses meilleurs joueurs. Peu importe l'adversité, peu importe quel autre club vient pour solliciter un transfert. Toquer à la porte. Toquer à la porte. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier point négatif de Lille. De se dire que voilà, quand on a une équipe comme celle-là et qu'on a un de ses meilleurs joueurs, qu'on cède, parce que pour moi, je dirais ça clairement, c'est céder à la Fiorentina, Jonathan Ikoné. Donc forcément, un joueur comme celui-là, ça laisse forcément un trou. Et en plein milieu de saison, après une aussi belle première phase de Ligue des Champions, on ne doit pas se permettre de faire ce genre d'erreur-là. Ça paye cash parce que vraiment, ce sont des erreurs qui méritent d'être corrigées par les adversaires. Et là, on a vu clairement le cas face à Chelsea où on a Lille qui est vraiment démuni, qui essaye, mais voilà, on voit que voilà, il y a vraiment ce manque-là de certains joueurs efficaces partis. Donc, pour moi, c'était ça l'erreur de les Lormis sur le jeu. Ils ont été très très bons, hein. Après, voilà, en face, c'est du Chelsea, donc c'est plus costaud. C'est l'équipe championne en titre. C'est l'équipe vainqueur de la Coupe du Monde des clubs. C'est une équipe en championnat qui est 3e. Donc, c'est vraiment un gros candidat. Bon, moi je pense que sur le plan vraiment du jeu, il n'y a rien à reprocher à cette équipe de Lille. On a vu clairement le plafond de verre de Lille avec des joueurs comme Onana qui ne sont pas du tout au niveau, des joueurs comme Tcheka qui ne sont pas au niveau, l'arrière gauche, le Diallo qui n'est pas au niveau pour l'instant, Tchelic pas au niveau, beaucoup de joueurs vraiment qui ont touché vraiment un niveau qui était supérieur à leur niveau. Donc sur le plan du jeu, Lille a fait ce qu'il fallait faire. Mais on voyait vraiment qu'individuellement, il y avait 2-3 classes d'écart. Quand N'Golo Kanté prend le ballon, il fait ce qu'il veut. Kai Havertz, pareil. Thiago Silva en défense. Donc on a vu un Chelsea vraiment qui a fait son match sans forcer, qui a subi quand il fallait subir et qui, lors de cet temps fort, a appuyé sur l'accélérateur et a gagné ce match. Malheureusement pour les Lillois, je pense que la logique a été respectée. Et si ce match, il le rejoue 10 fois, le résultat, il y a de fortes chances que ce soit le même. Quand tu vois que Lukaku n'entre même pas en jeu, quand tu vois qu'il y a beaucoup de joueurs sur le banc, ou quand tu regardes la profondeur du banc, tu regardes l'effectif du 11 entrant de Lille et de Chelsea, tu regardes le pédigré des joueurs, il y a vraiment un gros écart. Je pense que
un joueur de Chelsea peut avoir autant de matchs que toute l'équipe entière. lilloise. Parce que même José Fonté qui est expérimenté, André qui est expérimenté, ils n'ont pas beaucoup de matchs de Ligue des Champions. Et ça s'est ressenti sur cette prestation. Limite, on n'avait pas pitié, mais on avait de la peine pour cette équipe de Lille. Non, Pourquoi? Parce que parce que Lille faisait ce qu'il pouvait avec les armes qu'ils avaient, mais clairement, quand tu vois que Jonathan David et Bourak n'ont pas le même rendement qu'ils avaient, c'était un peu les joueurs qui surnageaient, qui surperformaient. Quand tu vois qu'il y a un départ de Ikoné, comme tu l'as annoncé, un départ de Rinaldo Mandava aussi titulaire à l'Atlético, comment tu peux perdre autant de joueurs en cours de saison alors que tu es qualifié pour les huitièmes de finale? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que Lille est vraiment un club de Ligue des Champions pour céder ses joueurs à des clubs qui jouent le maintien ou le milieu de tableau dans d'autres championnats? Donc, non, mais surtout quand tu peux pas te permettre de céder tes meilleurs joueurs. Que ce soit sur l'apport offensif ou sur l'apport défensif. Renildo, c'était le meilleur latéral gauche de Ligue 1 en poste actuellement. Donc, c'est le meilleur défenseur de l'équipe lilloise. Tu ne peux pas te permettre de le laisser partir, mais surtout de ne pas le remplacer. Ne pas le remplacer. Et ne pas le remplacer à la hauteur. Parce que tu peux le remplacer avec un mec qui est sur le banc et tout ça, comme ils ont fait. Mais sauf que il faut un joueur qui soit à la hauteur. Je suis désolé, Thiago Diallo, c'est pas du tout au niveau. Déjà, déjà c'est pas son poste. Et en plus de ça, c'est pas au niveau de Renildo. Il connaît, remplacer, c'est même pas. Là, tu te poses des questions, tu te dis, mais attends, il joue à quoi Lille en fait? On peut comprendre que voilà, la philosophie, c'est de faire du trading. On a vu que ça a marché avec certains joueurs, ça a marché et tout, il n'y a pas de souci. Avec Nicolas Pepe, ça a marché. Avec Victor Osimhen, ça a marché, il n'y a pas de souci, on peut le comprendre. Mais là, clairement, c'est pour moi, limite, c'est un aveu de faiblesse. Après, il faut savoir aussi que pour ceux qui connaissent la manière de fonctionner de Lille, Lille a changé encore le président d'actionnaire. Ouais. Donc forcément, c'est un club qui n'a pas une politique claire. Donc tous les 5 ans, ça peut changer, etc. Donc je pense que le public lillois, les supporters lillois, ils peuvent être fiers de cette équipe-là parce que c'est des mecs qui donnent tout sur le terrain, ils donnent tout avec leurs armes, mais malheureusement, ils n'ont pas des armes assez solides. Hein. Là, on joue dans la cour des grands, ça reste la Champions League. Et je pense que par rapport à l'effectif qu'ils ont, par rapport à l'ambition qu'ils ont, je ne suis même pas sûr que l'Europa League cette année aurait été à leur portée. Donc voilà. Même la C3, non. Même l'Europa Conférence n'aurait pas été à leur portée. Ça veut dire pas. Bah si, Europa Conférence. T'as vu les candidats à Europa Conférence? C'est vrai. Quand même, t'as vu? Ah ouais, ça rigole pas. Là, c'est l'Europe, là, ça rigole pas. C'est en France. En fait, moi, je trouve que c'est la philosophie d'ambition des clubs français, hormis le PSG, qui clairement a défini sa ligne de conduite. Le PSG veut la Ligue des Champions, basta. Ne veut pas chercher à comprendre, passe pas par 4 chemins. Mais à part le PSG, tous les autres clubs français n'ont aucune ambition européenne. Bon, ça c'est un autre débat. On va pas s'égarer. Ok, bon. Victoire logique de Chelsea. On n'a pas grand chose à dire sur ce Chelsea-là. Pourquoi? Parce que l'adversité n'était clairement pas au rendez-vous. Lille n'a pas pu nous pousser Chelsea dans ses derniers retranchements. Donc on n'aura pas de commentaire spécial à faire sur Chelsea. À part que Chelsea va passer ce tour pour la main. Sans réel dégâts. Quand on voit des confrontations comme Atlético contre Manchester, PSG contre Real de Madrid, le Bayern qui est secoué un peu par Salzbourg. Donc clairement Chelsea se positionne encore pour gagner ce titre. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir un tour assez facile. Flex. Donc, voilà, en tout cas, force à vous les Lillois. J'espère qu'au match retour, vous allez faire ce qu'il faut. Mais bon, ça va être compliqué. Petit pronostic pour le match retour? Là, ils vont me boire à Lille. Ils vont me boire un 3Z, donc calme. Ils ont de la chance que Lukaku il n'a pas joué. Hein. Parce que ça, c'est des matchs où Lukaku il se fait plaisir. En plus, c'est un Belge. Lille, c'est à la frontière avec la France et la Belgique. Pour lui, c'est un peu comme un mini. À la maison. Ah ouais.
Ouais, pour lui, c'est un peu comme un mini France-Belgique, hein, un mini ouais, France-Belgique, carrément. Donc, il va se faire plaisir. Pour moi, je vois une défaite lilloise 1-3. Donc 3-1 pour Chelsea à Lille. Quel but Donc, qui va marquer? Font, il va monter, il va mettre la tête, ça va. En tout cas, il est fini, lui. Bref. Ok, voilà. Bon, on va revenir sur Villarreal qui a accueilli la Juventus. Résultat nul et un but partout. Ouverture du score à la première minute de Vlahovic, la recrue, hein, on en a parlé il n'y a pas longtemps. La recrue serbe de la Juve. Égalisation de Dani Parejo, l'ancien de Valence, l'ancien vraiment de la Liga qui connaît ce championnat et qui est aussi habitué aux joutes européennes. Donc voilà, un match assez animé, mais ponctué par beaucoup de maladresse des attaquants, notamment Morata, hein, on en revient toujours au même. Enfin bref, en tout cas, qu'est-ce que toi t'en as pensé de ce match? Gars, franchement, c'est n'importe quoi. Tu penses que c'est l'attaquant le plus surcoté d'Europe ou quoi? Franchement, non, mais surtout que c'est pas ça. C'est tout va. Il n'y a rien qui va dans cette équipe de la Juventus, mais c'est un truc de fou. Il n'y a rien qui va. Donc, non seulement le coach ne se gère pas, parce que ça, franchement, c'est des agissements de bandits, ça. C'est des agissements de bandits. Quand déjà tu vois la composition en elle-même, tu comprends déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc quand tu vois que Cuadrado, il est remis sur l'aile, alors que Cuadrado, ça fait déjà 3-4 ans qu'il joue que le gars il joue arrière droit. Donc là on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Donc tu avais des joueurs offensifs, Kulusevski, tu l'as laissé partir. Pourquoi? Si c'est pour pas le remplacer. Tu l'as laissé partir pourquoi? Pour mettre Matt Kenny sur le côté. Matt Kenny, c'est un joueur d'axe. C'est un récupérateur. C'est un récupérateur. Ouais. C'est un récupérateur que tu mets ailier. Tu joues à quoi? Et en plus de ça, McKennie, il fait. Et encore, on a de la chance, hein, il fait un bon match. Il fait plutôt un gros match. Bon, c'est vrai qu'il est sorti après sur blessure, mais il fait un bon match. Et en soi, moi je comprends pas. Je comprends plus là. Oh, t'as une équipe comme la Juventus, normalement, elle doit arriver et mettre tout le monde d'accord. La Juventus, la vieille dame, c'est ça. La vieille dame, ils arrivent dans le championnat. Ils venaient de Ligue 2. Ils sont arrivés, ils sont remontés en Ligue 1. Ils mettaient que des tapines. Del Piero, Trezeguet en attaque. Ça rigolait pas. Et pourtant, les gars, il y a la saison d'avant, ils jouent en Ligue 2. Ils jouent en deuxième division de série B. Non, mais là, ça va pas. Non seulement le coach, il se gère pas avec une mauvaise composition. Les joueurs qui sont alignés, ils portent pas les choses comme il faut. Vlahovic, on l'a critiqué, il n'y a pas de souci, il a marqué un but tôt, mais il n'est pas au niveau. Mais il n'est pas maintenant, il n'y a personne qui était au niveau. Adrien Rabiot, je suis désolé, c'est pas au niveau. C'est pas au niveau. Pourquoi est-ce qu'il a laissé partir Bentancur? Pourquoi? Why? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas bon. C'est pas bon. En défense, les gars, ils se gèrent pas. Le gardien, heureusement qu'il fait de bons trucs, hein. Parce que Villarreal, ils voulaient leur mort, hein. Ah ouais. Déception, déception. Cette Juve qui, dès les huitièmes de finale, commence déjà à accuser le coup, à accuser le pas. C'est vrai que aussi en championnat, ils ont montré quand même leurs limites. Et Allegri, on est très déçus d'Allegri, qui est revenu vraiment un peu comme le parrain, comme le baron. Qui a tapé du poing sur la table, qui n'a pas voulu de Cristiano Ronaldo, de Kulusevski, de Bentancur. Il a un petit peu fait le ménage dans cet effectif et on pensait qu'en faisant ce ménage-là, c'était pour ramener du lourd. Finalement, on se rend compte qu'il y a peu de joueurs de très très haut niveau qui rejoignent l'équipe. Surtout que dans le championnat d'Italie, on sait qu'il y a des attaquants comme Bellotti, il y a des joueurs à Sassuolo comme Berardi. Donc c'est dire qu'il y a énormément de joueurs dans ce championnat qui, si on suit la logique du foot italien, les meilleurs joueurs italiens vont dans les 4 grands clubs italiens. Les 2 Milan, la Juve et la Roma. Donc forcément on commence à se poser des questions. Mais bon, un petit mot sur Villarreal qui a clairement joué sa chance. Et je pense que Villarreal, au vu de cette première prestation, va aller clairement à Milan, à Turin
et regarder la Juve droit dans les yeux. Parce qu'on aurait pu s'imaginer que la Juve vienne, ils mettent les choses au clair, ils mettent tout le monde d'accord, et Villarreal vient vraiment en faire valoir sur le match retour. Mais là, clairement, la confiance a changé de camp. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Mais la confiance, elle a changé de camp déjà depuis l'annonce du match, hein, l'annonce du tirage. Parce que je pense qu'il n'y a que hors du championnat espagnol que les gens qu'on sous-estime l'équipe, parce que c'est clairement ça. Villarreal, c'est un très bon club en Liga. Hein. Ils rigolent pas, Villarreal ne rigole pas. Villarreal, si on regarde bien, non seulement Villarreal, mais aussi le coach de Villarreal, c'est un très très bon entraîneur. C'est vraiment un fin tacticien. C'est quelqu'un qui connaît les championnats européens, qui en a déjà gagné, qui connaît les entourloupes, qui connaît, déjà pour faire simple, la saison dernière en Europa League, il a fini en finale. Hein. Donc, c'est même pas une surprise. Villarreal, c'est pas une surprise. Villarreal a un ensemble de joueurs qui sont extrêmement sous-cotés. Mais c'est des joueurs qui sont très très bons, très efficaces. Ils savent très bien dans leur poste. Ils font partir des meilleurs si on commence à faire le décompte en fonction des capacités et des statistiques. Dani Parejo, on en parle, mais Dani Parejo, c'est un très très bon milieu de terrain. Extrêmement sous-coté, alors que du Dani Parejo, c'est pas différent de Sergio Busquets. Hein. C'est pas différent. Le talent est le même. La puissance est la même. Les capacités sont les mêmes. Le placement, le sens du tactique, il est le même. Ce sont deux joueurs qui ont des capacités similaires. Donc, quand on voit aujourd'hui, ils sont juste moins bankable. Voilà. Quand on voit aujourd'hui qu'on encense Sergio Busquets, mais on oublie Dani Parejo, là, ça veut dire que voilà, il faut un peu commencer à bien regarder le football. Quand on parle des attaquants, on encense Vlahovic, mais Gérard Moreno, c'est un top player. Gérard Moreno, c'est un buteur prolifique. Il est très efficace. Très très efficace. Meilleur que Morata. Mais largement meilleur que Morata. On ne peut pas partir. L'Espagne ne peut pas se permettre d'aller en championnat, en Euro, à l'Euro, avec un attaquant comme Morata, alors qu'il y a Gérard Moreno. Donc, il le sous-estime extrêmement. Le jeune Nigérien sur le côté, Chukwueze, il est extrêmement efficace. Le petit, il est très remuant. Tu vois, c'est des joueurs, c'est des super bons joueurs. Capou, les anciennes de Première Ligue, Capou et... comment il s'appelle encore l'ancien d'Arsenal? Tu vois de qui je parle là? Le milieu de terrain là, oh là 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 là. Le français même aussi, les deux français là, au milieu de terrain, Capou et... Oh mince, j'ai mangé son nom, ça va me revenir plus tard. T'as mangé son nom mon frère. Ouais, ça va me revenir plus tard. Mais ce sont deux joueurs super forts. Coquelin, Francis Coquelin, voilà, je savais que ça allait me revenir. Francis Coquelin, Etienne Capou, c'est des super bons joueurs. Ils ont l'expérience du haut niveau. Et ils ont l'expérience du haut niveau, ils ont l'expérience des grands clubs. Quand on voit les clubs qu'ils ont parcouru, Arsenal, Tottenham, ce ne sont pas des clubs de merde. Hein. Ce ne sont pas des clubs de merde, ce sont des clubs qui sont habitués au championnat européen. Et le coach, il sait pourquoi il est allé les chercher, ces joueurs-là. Tu vois, c'est de très bons joueurs. Quand on a le défenseur central, Paolo Lopez, il est super fort. Albiol. Et Raúl Albiol, l'expérience, une légende vivante d'Espagne. Un mec qui a fait tous les gros clubs, que ce soit le Real, Naples. Ah frère, c'est une super équipe, Villarreal. Les seules personnes qui ont sous-estimé, ce sont celles qui ne connaissent pas et qui ne regardent pas assez le championnat espagnol. Mais Villarreal, c'est une très très forte équipe, très compétitive. Force à Unai Emery et son équipe. Ah oui, et surtout le coach aussi, c'est un très bon coach. Un pronostic pour le match retour? Non, pour moi, pour le match retour, la Juve ne gagne pas. C'est fini. Tu me donnes un score ou pas? Ah, je peux pas te donner un score, mais ça c'est sûr que la Juve, déjà, non seulement ne gagne pas, mais en plus de ça, ne se qualifie pas. Non, je suis désolé. Fâché. Ah oui. Moi, je veux une victoire de Villarreal 2-1 à Turin. Pourquoi? Parce que clairement, quand tu regardes l'effectif de Villarreal, avec des Serge Aurier, Boulaïdia,
Aïssa Mondi. Il y a des joueurs vraiment de très 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 haut niveau. Et la Juve offensivement, honnêtement, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est très compliqué. En plus avec Szczęsny, j'ai pas confiance. Je sais pas pourquoi. Mais bon. Quel but déjà tu veux marquer si tu pars sans couloir? Il n'y a même pas. Regarde, tu regardes même la composition de la Juve, frère. Il n'y a que 2 joueurs offensifs. C'est un truc de ouf. Il n'y a aucun créateur dans cette équipe. Il n'y a pas un joueur qui va faire le jeu offensivement. Il n'y a aucune créativité. Ça va être fermé. Non, c'est vrai qu'avec l'absence des joueurs comme Bernardeschi, Chiellini, Chiesa, Dybala, Rougani, ça fait beaucoup. Donc c'est un mauvais présage pour la Juve. Surtout que quand tu vois que le coach, il a mis Moïskine à la cave. Donc c'est compliqué. Vlahovic, il vient d'arriver, il a à peine quelques jours, quelques semaines déjà titulaire. Donc voilà, en tout cas la team, on espère que ça vous a plu. En tout cas, on y a mis du cœur parce qu'il y a des choses qui nous ont énervé aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à donner vos commentaires. N'hésitez pas comme d'habitude, on s'abonne, on commente, on active la cloche de notification et on se dit à la prochaine. Ciao.